On balance tout sur notre vie en Angleterre. What? Ah Pourquoi tu veux... c'est en Angleterre, on dit ça surprend. Ah mais totalement. Ah, j'adore ça en Angleterre. Trop hard. Là je le dis en rigolant, mais elle me l'a dit hyper méchamment. Il y en a au moins pour 6 minutes. Hein. On parle trop. Ouais, tu vois pas. Combien? Hello YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Londres chez Isa, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. On avait fait une vidéo dégustation Cédric Grolet sur ma chaîne cet été, si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir dans mes vidéos. On est installé aujourd'hui en mode cosy avec notre petit thé parce qu'on va parler un petit peu de notre vie en Angleterre. Je vous avais demandé sur mon Instagram il y a peu de temps de me poser quelques questions sur l'Angleterre, sur nos expériences, nos choses les plus folles à partager, toutes questions un petit peu tabou, on partage tout. Aujourd'hui c'est le but, on va tout balancer sur notre vie en Angleterre. Voilà, parce que moi, ça fait 5 ans à peu près que je suis ici, en tant que Française. Et toi, ça fait combien de temps? Ça en fait 6. Ah ouais, quand même. Et du coup, toi, tu es belge? Oui. Comme ça, on peut vous donner notre avis et partager nos expériences en tant que Française et Belge installées au Royaume-Uni. Donc, prenez votre petit thé, installez-vous confortablement, et c'est parti. We spill the tea. Let's spill the tea. Avant de commencer les questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu sur l'Angleterre. Je fais aussi du contenu sur la Grèce. Et laissez-moi aussi des commentaires et likez la vidéo si ça vous plaît. Je vous conseille aussi de suivre la chaîne de Isa. Elle fait aussi des vidéos vlogs sur sa vie à Londres et des vidéos mods. Donc suivez-la. D'ailleurs, vous m'avez envoyé énormément de questions, donc merci beaucoup pour l'accueil. J'ai dû trier, je peux pas mettre toutes les questions, mais je pense qu'on fera peut-être une version numéro 2. C'est possible plus tard. Et encore merci pour toutes vos questions. Donc c'est parti, on commence. C'est parti donc pour la première question. Alors j'ai pris les questions ici que tu m'as envoyées, donc de ce que les gens ont posté sur ton Insta. Ouais. Alors, est-ce que les Anglais sont plus chaleureux que les Français? Ok, tu veux commencer à répondre? Bah pour le coup c'est une question pour toi parce qu'on m'a pas demandé par rapport aux Belges. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais je peux répondre après toi aussi. Ok, déjà par rapport aux Français, je dirais que ça dépend. Je pense que la sympathie, voilà, le fait que les gens soient chaleureux, ça dépend d'une personne à une autre, ça varie. Je pense que c'est pas une nationalité en particulier. Après, je pense que les Français sont un petit peu plus méfiants, moins ouverts, ils vont moins aller vers les autres, etc. Ici en Angleterre, les gens sont quand même plus chaleureux, je pense, dans leur nature. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais. Ils vont avoir tendance à être plus ouverts et à aller vers les gens. Et les gens vont te parler dans la rue s'ils ont besoin de quelque chose. Par exemple, hier, j'étais à Marks & Spencer, petite anecdote. Et je faisais mon shopping et il y a une dame qui a pris un pantalon et elle m'a demandé est-ce qu'il est noir ou navy, parce qu'elle n'arrivait pas à voir. Enfin, c'est pas la première fois qu'on me demande mon avis dans les magasins, ça c'est quelque chose qu'en France je pense que les gens n'oseraient pas. Mais on n'est pas forcément non plus moins sympa, ça dépend des gens. Il y a eu des Anglais aussi qui étaient pas sympas, donc voilà. Mais je dirais qu'en général oui, ils sont quand même un peu plus chaleureux. En général ils sont pas de premier abord pas sympas, j'ai pas l'impression. Moi si je posais une question dans la rue, jamais on m'a dit ah non je dois y aller, nanana. Jamais. Non vraiment. Parce que je trouve t'as l'air d'être beaucoup plus mitigée par rapport à ce que tu dis. Et les Belges sont en général, bon, considérés, on va dire, plus chaleureux. Ne me jetez pas de pierre, mais considérés plus chaleureux que les Français. Je trouve quand même que les Anglais sont plus chaleureux encore que les Belges. Ah ouais, ok. Après, j'ai pas rencontré énormément d'Anglais, et ça, je pense qu'on va y venir dans les questions ici. Parce que bon, Londres, enfin, j'habite à Londres depuis 6 ans, j'ai pas essayé le reste de l'Angleterre. Mais à Londres, on est quand même principalement des expats. On va pas se le cacher. Donc mes collègues sont en majorité des expats. J'ai très peu de personnes anglaises autour de moi, ce qui pose problème pour obtenir la nationalité d'ailleurs, parce qu'il faut se faire sponsoriser par des Anglais, par 2 Anglais hors de votre travail. Donc petit truc. On rentre pas beaucoup en contact avec des Anglais, mais les fois où je l'ai été, parce que j'ai quand même quelques collègues, ils étaient très chaleureux, notamment, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ça, mais il y a beaucoup de gens, des filles, qui commencent leur conversation par my love. Oui, mais totalement, ça c'est le truc, c'est la base en Angleterre, ça. Même dans les supermarchés, les caissiers, les gens qui te connaissent pas. Hein. My love, darling. C'est beau comme tout, et c'est vrai que c'est déjà très... on commence la conversation sur le bon pied, il n'y a pas d'a priori, rien du tout, on est là, on est en train de partager un beau moment ensemble, même si c'est court, et même si c'est comme tu dis dans un simple supermarché. C'est my love, c'est darling, c'est dear. Et je me souviens que moi, quand j'ai changé d'entreprise, donc j'étais passée de l'entreprise avec beaucoup d'anglais à une entreprise où on est 0 anglais, je commençais à texter mes collègues en disant hey my love, nanana. Et je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des réflexions du style what? Pourquoi tu veux... c'est en Angleterre, on dit ça surprend. Ah mais totalement. Et c'est vrai qu'on n'entendra jamais ça en France, en Belgique. Mais même ma chérie, comme ça. Ah non, mais jamais. Non. C'est très formel, madame, monsieur, ça s'arrête là. Oui, c'est ça, c'est on garde nos distances, on ne se connaît pas. Voilà, c'est vraiment ça, non? C'est ça. L'inconnu est vraiment une barrière. Du coup, on a une chouette question auquel on va répondre dès maintenant. C'était, c'est pas par rapport à notre vie en Angleterre, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Comment vous êtes-vous connus? En même temps, je trouve que c'est assez relevant dans le sens où on est toutes les deux expats. Du coup, comment rencontrer des gens finalement à l'étranger, quoi. D'ailleurs, on peut joindre à l'autre question. C'était quoi d'ailleurs?
Est-ce que c'est facile de se faire des amis en Angleterre? Ouais, est-ce que c'est facile de se faire des amis en Angleterre? Donc, je vais commencer déjà. Nous, on s'est connus donc, sur les réseaux sociaux. C'est Isa qui m'a envoyé un message sur Instagram parce que... Comment tu m'as trouvé d'ailleurs? Je crois que c'est parce que l'algorithme est très bien fait. Premièrement, ils savent quelles personnes vont matcher. Le fait que tu sois en Angleterre, je crois que simplement l'algorithme a fait matcher. T'as dû apparaître dans mes suggestions. Ouais, c'est possible. Ouais. Puis on a fait connaissance, on a parlé, on a échangé sur YouTube et après on s'est rencontrés pour la première fois du coup cet été. C'est vrai que voilà. ça marche bien. C'est vrai. En plus qu'à Insta, on a aussi YouTube qui est quand même beaucoup moins répandu sur les réseaux, partout, l'effort et le temps que ça demande. C'est un point commun. Mais c'est gros comme truc, je trouve. Oui, donc, carrément, ouais. C'est un gros point commun. Donc voilà. Et donc pour la question, est-ce que c'est facile de se faire des amis? Alors moi, je trouve que c'est facile de se faire des amis expats, des personnes en fait qui sont vraiment dans la même situation que nous, donc qui ont quitté leur pays. Par contre, les Anglais, je trouve que c'est pas facile. Ils sont pas toujours à se mélanger. Je sais pas si t'es d'accord. Non, complètement. Si tu veux, je pense qu'il y a moyen. Mais le truc, c'est que c'est tellement plus facile tout d'abord de voir des gens pendant le week-end et de parler français, étant donné que c'est quand même notre langue maternelle. Donc c'est important aussi, je trouve, de traîner avec d'autres gens qui parlent la même langue, parce que toi tu parles anglais à la maison, il me semble. Moi je parle français, donc ça va. Mais je sais que beaucoup de gens qui ont des copains du coup avec qui ils parlent une autre langue que le français, ils le perdent. Donc je trouve ça très intéressant quand même de continuer à parler avec des francophones, et tout simplement le fait d'être expatrié, toi et moi, ou avec d'autres gens, moi j'ai que des amis francophones aussi, c'est juste qu'on a tellement plus de choses en commun que les Anglais pourraient ne pas comprendre. On a tous les mêmes aspirations, les mêmes buts. Les Anglais qui sont ici, c'est leur habitat normal, ils n'ont pas dû faire les efforts que nous on a dû essayer de comprendre ce qui se passe, apprendre une autre langue, mine de rien. Oui, ils parlent qu'une seule langue. Ils sont hyper tolérants par contre. Oui. Ça c'est bien ça. Donc, mais c'est vrai qu'on se comprend, on a la capacité à se comprendre et à vivre la même chose, donc les difficultés, les galères aussi de vivre à l'étranger. C'est ça. Donc ça permet de nous rapprocher en fait. Facilité d'avoir des amis, oui. Des Anglais, pas trop. Non, vraiment. Non, c'est clair. Et c'est très simple. Enfin, je sais pas toi comment tu faisais, mais moi c'était beaucoup par mes anciens boulots, par exemple. Ouais, au travail, les collègues, c'est comme ça que ça commence généralement. Ça va très vite. Au niveau collègues, sinon amis d'amis. Alors une autre question qu'il y avait, c'est ton expression anglaise favorite. Celle-là, je l'aime bien. Ouais, c'est une question sympa. Alors moi j'en donnerai deux. Il y en a une déjà, c'est bloody hell. Enfin, bloody hell ou bloody... Voilà, whatever. À chaque fois, en fait, quand ils s'énervent sur quelque chose ou autre, quand ils swear, les Anglais, ils vont dire bloody. Bloody computer. Ouais, c'est ça, ouais. Et je sais pas, c'est marrant, ça me fait rire. C'est une expression qu'on entend beaucoup ici, ouais, très british, extrêmement british. La deuxième, c'est for God's sake. C'est un petit peu... c'est très familier, hein. C'est, voilà, for God's sake, ils vont swear, encore une fois. C'est vraiment quand ils s'énervent. Et ça, je l'entends énormément aussi autour de moi. Travail. Ouais, même au travail. Ouais, au travail. Ah ouais, c'est clair, les collègues et tout. Comment tu la traduirais, cette expression en vrai? Je sais pas Dieu, trop. quoi. Ouais. C'est un swear un peu sur la religion, mine de rien. Oui, c'est le oh my god, un petit peu, c'est un peu ça, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est un peu le oh my god, c'est vrai. C'est la version anglaise du oh my god. Ouais, c'est ça. Je vais pas dire c'est mignon, mais c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Voilà, c'est gentil. Moi, j'aimais dire fox sake, tu vois, j'en parlais la dernière fois. Ah oui. Tu me disais god, et moi, j'ai entendu des gens dire fox sake, parce que ça ressemble fort fox et god, on va dire. Oui. Donc, faut fox sake, donc on remplace le dieu par un renard, quoi. Ouais, voilà. Ils le disent aussi. Ouais, c'est marrant ça, ils le disent aussi. Et donc, toi, quelle est ton expression anglaise? Moi, celle que j'adore, et il y a une petite histoire qui va avec. Vas-y. C'est running around like headless chicken. Donc, c'est-à-dire courir en rond ou courir un petit peu partout comme des poulets sans tête. Donc, je sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner comme image. C'est vraiment le truc des petites poules qui courent en rond sans savoir où elles vont parce qu'on leur a coupé la tête. En fait, quand on coupe la tête, enfin, j'ai jamais essayé, mais quand on coupe la tête d'une poule, normalement, les nerfs fonctionnent et le corps de la poule court sans la tête, quoi. Donc ça, c'est l'idée. Mais en fait, l'idée, c'est, on dit souvent ça au travail, surtout dans mon domaine qui est le domaine des RH, et on est quand même majoritairement des filles. Et on dit souvent ça, par exemple, quand on arrive au moment de préparer la paye des gens, et qu'en gros, pile le jour de la paye, on nous rentre 1000 demandes de vacances et tout, et du coup, il faut faire tout un arrangement en fonction de la paye qu'on doit maintenant process pour la fin du mois. Et on est là, mon Dieu, on run around comme des headless chicken, quoi. Et donc, vous imaginez un groupe de RH courir en rond. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Et ouais, j'adore cette expression, parce qu'elle n'existe pas en français, il me semble. Non, ça me dit rien. Non, ils ont vraiment des expressions à eux, très british. Et... Ouais, c'est sympa. Quand on tend l'oreille, qu'on écoute un petit peu au quotidien, il y a des trucs sympas à entendre, c'est marrant. Ensuite, on a, quel est le plus gros choc culturel que vous avez eu? Moi, je sais pas si... C'est pas vraiment un choc culturel, parce que quand on parle de choc, c'est quand même quelque chose de... C'est un mot très fort, choc. Mais il y a forcément des petites choses culturellement parlant qui vont nous choquer, qui vont nous surprendre, vu qu'on n'est pas chez nous. Et voilà. Moi, je pense que c'est le fait que dans les magasins, souvent dans la rue
ou autre, quand il y a des gens dans ton passage, enfin, qui vont être dans ton passage, qui vont te bloquer, qui vont te gêner ou autre, mais des fois ils te gênent même pas, mais ils sont devant toi ou ils vont t'effleurer le bras. Tout de suite, ils vont dire sorry, pardon, vraiment. Ils sont très très polis là-dessus et ils s'excusent tout le temps. Alors qu'en France, c'est rare pour qu'une personne te dise pardon, enfin vraiment quand tu gênes, quoi. Mais là, des fois, tu gênes même pas, ils vont dire pardon. Et maintenant, j'ai même pris l'habitude parce qu'à chaque fois, je vais dire sorry aux gens à tout va, quoi, pour rien. Et je crois que c'est plus une manière de dire que réellement penser je suis désolée, enfin il n'y a pas de quoi s'excuser, c'est vraiment une expression facile. Après on va dire que ça s'explique un petit peu par le fait que les Anglais évitent la confrontation à tout prix. Ça aussi, c'est un choc culturel ça en vrai, parce qu'il y a des pays où bon je dis pas qu'en France on va dans le conflit, mais peut-être un peu plus qu'ici quand même. Ah si ouais. Pour être belge je peux dire les Français sont beaucoup plus francs, c'est vrai. Les Belges déjà ils vont, je trouve après bon ça fait quand même longtemps que j'ai quitté la Belgique, mais ils vont plus soit à tourner autour du pot, soit essayer de faire comprendre, essayer de vous faire lire entre les lignes. En Angleterre toujours peur de blesser les feelings de la personne en face. Ouais, non, enfin, ça c'est beaucoup. Ouais, mais ils sont pas dans le conflit en fait, c'est ça. Même en France, on aurait tendance peut-être plus à avoir des bagarres en public, des gens qui vont s'embrouiller, etc. Ici, ils vont plus, ils vont dire les choses, mais ils vont pas aller forcément dans le conflit et ils vont s'excuser et voilà. Si tu lâches le sorry à toutes les sauces, tu te couvres toujours, quoi. Et donc, Et toi, du coup, ton plus gros choc culturel mais le tien était très bon, très bon, parce que c'est un truc que j'ai remarqué directement. Et je crois que c'est le fait, justement, qu'il y ait autant de culture. Donc encore une fois, j'habite à Londres, donc je peux pas parler pour Birmingham, mais en ce qui concerne Londres, on a des quartiers de toutes les couleurs, de toutes, c'est de toutes les religions aussi. Il y a même un quartier sikh qui est donc une religion originaire d'Inde, hyper rare, et il y a carrément un quartier là-dessus, et c'est ultra enrichissant en fait. Donc ça, totalement. C'est gros. Et c'est pas lié à l'Angleterre, c'est lié plus au fait que Londres soit cosmopolite. Aussi, mais l'Angleterre en général, moi dans les villes aussi où j'habitais, il y a énormément d'étudiants étrangers, d'étrangers en général, et c'est un pays en fait qui est très international, il y a beaucoup de nationalités différentes en fait. Voilà. Du coup, on a une autre question qui est liée plus ou moins à celle d'avant, qui est en quoi l'Angleterre vous a changé. Ça rejoint la question d'avant. Moi, c'est clairement l'ouverture d'esprit en fait, le fait maintenant d'être plus ouverte d'esprit. En plus, moi je viens d'une campagne dans le fin fond de la Normandie, donc c'est vrai que le fait d'avoir vécu en Angleterre, proche de Londres, dans des grandes villes ici, dans un pays aussi ouvert, ça m'a vraiment appris à être plus autonome aussi, à me débrouiller toute seule, et l'ouverture d'esprit, à être beaucoup plus ouverte d'esprit sur comme tu disais, les autres cultures. On apprend énormément de choses, et puis bien sûr l'anglais. J'ai appris à maintenant devenir presque bilingue, je vais pas dire bilingue, mais vraiment fluent, comme on pourrait dire, où je suis capable de me débrouiller, de comprendre, de parler anglais sans difficulté, donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière en fait, voilà. Mais c'est vrai, mais ça nous a rendu ultra indépendantes, autonomes. Je suis arrivée ici, je connaissais personne. Je sais pas toi. Non, personne non plus. Personne. Donc on a dû tout construire. On a vraiment construit notre vie. On a construit notre réseau. C'est énorme. On a construit notre carrière. On a construit notre habitat. On a grandi, mais ici. Et donc avec toute cette influence du coup des gens qui viennent de partout. Du coup, je pense qu'on fait plus du tout les choses comme les gens sur le continent, quoi. Comme nos amis sur le continent. C'est sûr qu'on fait des choses très différemment. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez choquant, même quand on revient au pays voir ses amis. C'est là qu'on voit la différence. Parce que si on était toute seule et qu'on se confrontait plus au final avec toi la France, moi la Belgique, on verrait pas qu'on a grandi autant. Mais en réalité, il y a un fossé qui s'est creusé. Parce que ça forcément ça déteint sur nous, quoi. Bah oui, et je pense que nos proches aussi pourraient le dire. Ils ont dû voir, je pense, une évolution et une certaine maturité aussi qu'on a dû prendre. C'est que du positif en tous les cas. C'est vraiment une expérience, je pense qu'on pourrait conseiller à tout le monde. Ah oui, mais même si c'est pas l'Angleterre, s'expatrier juste pour apprendre comment faire, comment vous débrouiller. Totalement. Non, c'est vrai, ça n'a pas de prix. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que partir, je trouve, par exemple, tu vois que j'ai beaucoup d'amis qui sont en Angleterre pour un certain temps, où elles ont vraiment une deadline, elles savent quand elles rentrent. Ah oui. L'expérience n'est pas du tout la même. Non, c'est vrai. Quand tu sais que tu rentres au pays, tu ne vas pas faire les mêmes efforts que quand tu as l'intention de rester. Totalement d'accord. Donc ça, c'est autre chose. Donc certes, on vous conseille d'expatrier, mais il faut avoir l'intérêt d'y rester à plutôt long terme que moyen, parce que genre un Erasmus, les gens sont là, ils crient Erasmus c'est génial. Moi qui suis partie 1 an en Italie, je peux vous dire, quand tu sais que tu as une deadline et que tu rentres à la maison après, pas du tout la même chose. J'ai vu mes amis partir en Erasmus dire que c'était la meilleure chose. Pour moi, ils n'ont pas appris grand chose à part sortir, honnêtement. Ils sont pas réellement confrontés avec tout. Ils étaient qu'avec des étudiants d'échange pendant 6 mois. C'est ça. Et puis ils n'ont pas la difficulté des démarches administratives parce que tout est fait par l'école. Tout à fait. Tu vois, nous on a dû trouver un logement, s'inscrire au système de santé, s'inscrire au numéro de l'ENIN, le numéro d'assurance, trouver du travail, postuler, faire tout un CV en anglais. Tout construire en fait, c'est ça. Sans aide et sans savoir vraiment où on allait en fait. Donc rien que ça, on prend en maturité. C'est ça. Donc si vous avez l'opportunité de faire un Erasmus, je vous dirais allez-y. Bien sûr. C'est sûr, parce que ça vous apprend quand même 2-3 trucs, on va pas se le cacher. Mais c'est pas la même expérience qu'être expatrié.
Et j'ai envie de dire, c'est limite un taster. Si vous faites un Erasmus, c'est un taster de voir si c'est fait pour vous de bouger à l'étranger ou si vous préférez rester pépère chez vous. Une manière soft, il n'y a pas de jugement, encore une fois, dans ce que je dis. D'essayer, Je trouve que ça vous ouvre complètement les horizons, quoi. Donc, totalement. Ok, donc question très intéressante. Pourquoi avoir choisi le Royaume-Uni pour s'installer? Alors moi, de mon côté, pour ceux qui connaissent mon histoire, je vais pas trop développer là-dessus parce que vous savez, on cherchait en fait avec mon copain qui est gréco-albanais un pays où on pouvait tous les deux s'épanouir, trouver du travail sans trop de difficultés, et on parlait tous les deux anglais. Donc l'Angleterre nous a semblé le meilleur plan. On voulait aussi être toujours en Europe et pas trop loin de la France et de la Grèce. Donc l'Angleterre, c'était le plan parfait, et voilà. Et on a trouvé du travail directement, et c'était avant le Brexit, donc il y avait toute une simplicité pour venir ici qui n'avait rien à voir avec maintenant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est venu ici naturellement, et ça va faire 5 ans. Et toi? Dans mon cas, donc c'était en 2017, donc juste après avoir fini mon master, et on avait pour projet de toute façon avec Théo, avec mon mec, de partir à l'étranger. Et à la base, c'était les États-Unis. Sauf que en 2016-2017, c'était l'année d'élection de Trump. Voilà, j'ai nommé l'année fatidique, qui a compliqué très clairement les choses. Déjà que juste avoir un visa pour les États-Unis, c'est déjà très compliqué. C'est dur, ouais. Surtout que là, j'étais zéro formée. J'avais certes mon diplôme, j'avais juste un diplôme, j'avais pas encore d'expérience de travail, j'avais pas d'entreprise qui pouvait me muter. Donc on a laissé tomber les États-Unis. On a essayé la loterie d'ailleurs. Ah ouais? On a essayé la loterie des États-Unis, okay. On n'a pas réussi. Mais... Et finalement, on s'est dit pays anglophone, et on a eu une offre d'emploi ici qu'on ne pouvait refuser. De toute façon, franchement, c'était pas compliqué. Hein. C'était les États-Unis ou l'Angleterre, Londres en général, parce qu'on connaissait déjà très bien Londres. C'est un endroit où je me sentais super bien. Et c'était suffisant pour se dépayser, c'était suffisant pour obtenir tout ce qu'on voulait. Et un bon point que tu as souligné tout à l'heure quand on en parlait à deux, c'était que les opportunités d'emploi ici sont tout autres que sur le continent. L'Angleterre, en fait, c'était vraiment la porte pour les entreprises américaines de venir s'installer ici, d'embaucher plein de gens de langues différentes pour s'occuper des pays européens. Donc, au niveau carrière, même si je savais pas encore trop où j'allais, il y a énormément d'opportunités. Il y a des noms que vous n'aurez jamais sur votre CV si c'est pas en Angleterre. Après, encore une fois, avant Brexit, on sait pas encore ce qui va se passer maintenant. C'est différent maintenant, mais moi c'est pareil d'ailleurs, j'ai commencé comme ça. Mon tout premier job, c'était une société française et internationale qui a délocalisé une partie en Angleterre, et c'est comme ça que j'ai commencé. Le français, c'est votre passeport au niveau de l'Angleterre. Ah ouais, c'est ça qui va vous mettre en top de toutes les piles de CV que les gens reçoivent. Et c'est fou parce que c'est un truc qu'on n'a pas dû travailler. Mais oui, tu vois. C'est la facilité, franchement. T'as rien à faire et tu l'as, c'est génial. Et profitez-en. C'est clair, Vendez votre français comme le Saint Graal à l'étranger, vraiment. Parce que personne ne l'apprend le français. Si t'es pas né. C'est clair, c'est tellement compliqué. Alors la question ensuite, c'est qu'est-ce que tu trouves là-bas, donc ici en Angleterre, et pas en France ou en Belgique, que tu adores? Ça peut être, je pense, quelque chose de un matériel ou un truc qu'on trouve ici, ou voilà, une vibe. C'est le fait que, moi encore une fois, j'étais dans une petite ville en France, tous les magasins soient ouverts tout le temps, même le dimanche, tard. Les supermarchés, tu peux aller faire tes courses à 22h. Ça, c'était pas possible dans ma ville, peut-être sur Paris, mais pas dans ma ville en France. C'est vrai qu'on manque de rien, en fait, ici, il y a tout, quoi. Il y a tout, et quasiment à toute heure du jour de la nuit. Ouais, exactement. Et même dans les plus petites villes, on va en parler après, mais pas que à Londres, les autres petites villes sont aussi développées, et ça c'est bien. Et c'est peut-être un peu bête, mais je vais dire les prises de courant. Non, ne s'y attendez pas. En fait, sur les prises de courant, je vous ai déjà dit, et je pense que vous le savez, il y a toujours un petit interrupteur pour allumer et éteindre la prise, donc vous n'allez pas juste brancher en fait. Et ça, c'est un truc que j'adore ici, c'est peut-être un peu bête, mais je trouve que c'est plus safe. Par exemple, quand il y a de l'orage, j'aime bien débrancher les appareils, j'ai peur que ça passe dans le courant. Ou alors quand, on n'utilise plus l'appareil, plutôt que de débrancher, ce qui peut être quand même unsafe, je trouve, on appuie juste sur l'interrupteur. Et ça, je trouve ça tellement facile, beaucoup plus safe. Et je sais pas, j'adore, ça me change la vie, c'est un détail. Allez, okay. Et c'est vrai que quand je suis en France, ça me manque en fait, faut débrancher, c'est chiant, voilà. Ok, pour moi, je dirais la vibe. J'habite dans un quartier qui est quand même assez vibrant. Il y a beaucoup de coffee shops, des petites rues, enfin, même si c'est pas des rues vibrantes avec plein de magasins, ça reste des petites allées où je me sens pas du tout unsafe, comme ce serait le cas en Belgique ou à Bruxelles, à Bruxelles en l'occurrence. Oui, ça a vraiment beaucoup de commerce. Quand un commerce ferme, un autre ouvre. La lise est reprise. Ouais, c'est vrai. Dans le mois, ça bouge tout le temps. C'est vrai que c'est un truc en Belgique, déjà c'est compliqué d'ouvrir un commerce, il y a 1000 règles à respecter, les taxes sont hyper hautes. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. J'ai vu avec mon copain, on ouvre un commerce assez vite, en fait tout va plus vite et non, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. J'aime beaucoup de changements. Je comprends. Autre question, donc les villes autres que Londres valent-elles la peine ou est-ce que c'est juste de la campagne? Ok, alors là je peux répondre parce que toi je crois que t'as vécu qu'à Londres, c'est ça? Je peux pas parler. Ok. C'est vrai qu'en Angleterre en fait c'est vraiment un pays large où il y a
plein de villes et des villes toutes différentes les unes que les autres. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris parce qu'au-delà du fait que j'ai vécu dans plusieurs villes, j'ai visité aussi plusieurs villes et villages. Et c'est vrai qu'il y a tout type de paysages différents, de villes différentes. Il y en a pour tous les goûts en fait. T'as des tout petits villages vraiment très typiques anglais où il se passe rien. C'est vraiment le village, quoi. T'as juste un petit convenience store, tu vois, un petit magasin de village. Et puis t'as aussi des grandes villes qui se rapprochent de Londres mais qui sont beaucoup moins grandes, bien sûr. Je sais que par exemple, j'ai vécu donc dans le sud à Portsmouth, sur la côte, là où il y a la mer. Et c'est vraiment une ville qui vaut le coup. Voilà, tout comme Brighton, Southampton aussi. C'est des villes où ça bouge, il y a beaucoup d'étudiants, c'est très jeune, c'est très cosmopolite aussi. T'as la mer, il fait aussi plus beau, d'après ce que j'ai entendu, que dans le nord du moins. Donc voilà, c'est vraiment des villes en fait un petit peu comme la Côte d'Azur en France, où c'est aussi un peu station balnéaire, ça bouge beaucoup l'été parce que les Anglais y vont en vacances. Donc franchement, ça c'est des villes selon moi qui valent le coup en fait. Parce que moi je sais par exemple que je pourrais pas vivre à Londres, j'adore y venir, mais c'est trop grand, c'est trop, il se passe trop de trucs, faut prendre le métro, enfin voilà, c'est vraiment la grande ville quoi. J'ai jamais vécu à Paris ou dans une grande ville, donc c'est quelque chose qui m'impressionne un peu pour vivre, et puis c'est très cher. Mais pour ce qui est des villes autour, ça vaut vraiment le coup. Donc il y a aussi les villes vraiment en périphérie de Londres, Guildford, il y a aussi Woking, Reading. Ces villes-là par exemple aussi sont très sympas et il y a tout ce qu'il faut en fait. Et c'est ça qui est bien, et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'ici en Angleterre, même dans les autres villes, il y a tout, on manque de rien. Et vous pouvez aussi facilement rejoindre Londres en train pour moins d'1 heure. Donc ouais, j'ai vraiment définitivement envie de dire que oui, les autres villes valent le coup, même si Londres c'est spécial. Vraiment, Londres ça fait rêver beaucoup de gens, hein. C'est Londres, mais ouais. C'est très large hein, Londres, hein. Il y a 9 millions de personnes. C'est ça. Et tous les gens qui disent ah ouais je veux venir à Londres et tout, je suis là ok, enfin je suis disponible si tu veux, mais sache que cette ville c'est quasiment la Belgique qui font oui, non, mais c'est ça, c'est un pays, c'est énorme, c'est immense. Ouais. Il y a une de mes amies qui était venue il y a quelques années et elle s'était mise dans une autre zone de là où j'habitais, et beaucoup de gens me disaient mais du coup vous voyez tous les 2 jours. Je dis mais non, on est à 40 minutes de distance, oui, c'est 40 minutes aller, 40 minutes retour. Quand vous êtes à l'époque quand j'habitais en Belgique où on était à moins de minutes de route, personne ne posait la question si on se voyait tous les week-ends, mais là comme c'est la même ville on considère que donc dans Londres même il y a 1000 quartiers aussi, donc Londres oui et non, parce qu'il y a la zone 1 et il y a la zone 9, et la zone 9 je vous assure ça n'a rien à voir avec la zone 2 ou la zone 3, c'est donc même Londres on pourrait la diviser en tellement de quartiers, de hyper cosmopolite à plus campagne. Heathrow ça fait partie de Londres, c'est la campagne totale puisque c'est l'endroit de l'aéroport. Ça peut tout et rien dire en fait. Exactement, Guildford est vraiment mieux connecté que certains endroits de Londres. Mais oui, c'est ça. À Londres centre. Exactement. Donc il y a des gens ils mettent 1 heure pour rejoindre le centre. Quand à l'époque avant la pandémie, je me souviens que la plupart des gens du coup allaient au bureau et on en parlait souvent de quel était votre temps de commute. La moyenne était 1h15 aller, 1h15 retour. Et c'est des gens qui habitaient dans Londres. Mais oui. Donc c'est oui, comme tu dis, t'allais plus vite de Guildford. C'est ça. Donc autant vivre à l'extérieur et payer peut-être moins cher aussi de loyer, et vous êtes plus au calme. C'est ça dépend de à quel point t'es connecté. C'est ça, ouais. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est, pour moi, hein, c'est très bruyant, c'est très ville, ça bouge, c'est énormément de monde. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment. Donc, c'est quelque chose qui est en train de plus en plus, je vais pas dire me saouler, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais quand même, tu commences à... Je commence un peu à saturer ces derniers temps. Je comprends. Alors que pourtant, je travaille de la maison, donc je suis même pas dans les métros aux heures de pointe ni rien. Mais c'est vrai que là où, quand j'avais 25 ans, que j'avais déménagé, j'adorais ça. J'adorais le fait d'être dans les masses, dans les foules, dans l'excitation, dans la rapidité. Autant maintenant, je commence à me poser de plus en plus. Il suffit de ne pas sortir de chez moi parce que chez moi c'est calme, ma zone est calme. Mais en fait, je me retrouve à beaucoup moins aller sur Piccadilly et privilégier par exemple Angel. Bon, j'en parle tout le temps sur mon Insta, donc il n'y a pas de souci, je le dis. J'habite dans la zone de près d'Angel, donc Islington, qui est très grand de toute façon. Et c'est une zone que j'adore en fait. Et le fait de découvrir ces zones-là, en plus il n'y a pas de touristes. Tu restes dans ta zone, t'as tout en fait. T'as pas besoin d'aller à Oxford. C'est un quartier dans Londres quoi. Ouais, c'est bien. Avec sa propre vibe un peu mi-est, mi-ouest. Enfin, c'est vraiment le nord, mais c'est les bons côtés du ouest et ça évite les mauvais côtés de l'est, on va dire. La question est plus difficile à répondre. Je sais qu'il y a des villes aussi au nord qui sont très sympas, mais il faut aimer le nord. Là, pour le coup, il fait vraiment moins beau. Ah oui. Le nord, c'est moins joli, moi, je trouve, pour y avoir voyagé pour le travail. Minier, ouais, c'est aussi zones de mine. Ouais, et c'est moins, exactement, totalement, et c'est moins cosmopolite aussi, je trouve. Et ils ont des accents vraiment tordides. Ouais, ils ont des accents compliqués à comprendre. Il y a des montagnes presque, il y a des vallées, tout ça, c'est très naturel. Il y a l'Écosse ensuite. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien en Angleterre, c'est qu'il y a tellement de paysages différents, tellement de villes différentes. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Entre la plage, les plages bleu turquoise là en Cornwall, il y a des eaux comme si on était vraiment dans des îles. Et puis au nord, les paysages irlandais, voilà, et puis les grandes villes. Il y a de tout en fait. Ouais, il y a de tout. Donc, et si vous voulez retrouver le spirit un peu Harry Potter, automne, cosy dans son plaid devant la télé, vous l'avez dans pratiquement tous les villages. Ah oui, ça c'est clair par contre. Donc ça c'est cool. Et vraiment, les villes. Vous sentez que ça a du vécu, qu'il y a des histoires dans ces rues là en fait. C'est un très beau pays, en vrai la culture, il y a vraiment les bâtiments, les ruelles. C'est très typique, hein. Moi je sais que j'aime beaucoup, quand je me balade, je
Je suis très souvent éblouie par la beauté quand même du pays. On n'y pense pas, mais c'est un beau pays, franchement. C'est très beau, c'est très très beau, ça fait rêver. C'est le pays de J.K. Rowling. Oui. Voilà quoi. Il reste 2 questions de ce qu'on a trié. Encore une fois, on en a reçu énormément, mais on a dû faire un choix, donc désolé pour ceux qui n'ont pas eu les réponses. On fera peut-être une autre partie. Dites si vous voulez un numéro 2. Je serais hyper contente de refaire partie de ce genre de vidéo. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Personnellement, quand j'ai bougé en Angleterre, j'ai regardé fou. Oui, c'était que des anglophones. Ça aide beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de. Maintenant, avec le Brexit, il y a de moins en moins de francophones en fait. Donc voilà. Et bon, ça donnait des précieux conseils. Donc. Ouais, ça aide, c'est vrai. C'est pour vous aider avant tout. Et puis partager. Avez-vous fait vos études en France ou en Angleterre? J'ai fait mon bachelier et mon master donc, de droit en Belgique, donc à Namur et Louvain-la-Neuve. Pour les Belges qui passent par là, si vous connaissez. Et ensuite, j'ai bougé à Londres directement. J'ai même pas attendu à avoir mon diplôme. Je l'avais en théorie, j'ai juste pas été chercher le petit papier. J'ai déménagé ici et dès le début, je savais que je voulais me rediriger en RH. Et ici, il y a une certification très importante pour le RH qui s'appelle le CIPD, Chartered Institute of Development and Personal. Et donc, j'ai fait ces cours-là en ligne. On peut les faire en présentiel ou en ligne. C'est des modules à passer, je pense qu'il y en avait 6, avec des petits examens, pas en présentiel. Tout est online, ce sont des rapports à faire. Et vous avez 2 ans pour le compléter. Et je l'ai complété en 1 an. Je dis en fait, voilà, je me donne 1 an pour le faire au lieu de 2, parce que je travaille sur le côté. Donc forcément, il faut me laisser un peu de temps pour travailler, pour souffler et pour faire ça. Et c'est très important, en fait, c'est de le montrer sur votre CV. Parce que le premier truc qu'on vous demande quand vous voulez entrer dans le département, en l'occurrence RH, le département que je voulais, c'est important, c'est de montrer que j'avais l'intention de rentrer en RH de manière volontaire, parce que comme mes études étaient en droit, ça a à voir avec le RH, mais quand même les gens se questionnaient par rapport à ça. Mais au moins, comme c'était écrit sur mon CV, est en train d'étudier le CIPD, ils étaient là, ok, tu veux vraiment entrer dans ce département, et ça m'a décroché tous les postes possibles, encore une fois, avec le français, parce que tous les postes RH francophones, j'étais directement en haut de la pile, ça, c'est super. Et j'avais plus qu'à choisir lequel je voulais, quoi. Donc, ça c'est vrai, hein, quand t'es candidat et que t'apportes une langue en plus, surtout le français, c'est toi qui as l'avantage en fait. Vraiment. Ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé de choisir entre plusieurs postes, j'ai été prise partout, genre à 2 ou 3 postes en même temps, et j'ai fait mon choix, quoi, et ça c'est un luxe qu'on n'aurait pas forcément en France ou en Belgique. Donc moi j'ai fait toutes mes études en France, j'ai un bac plus 2, DUT technique de commercialisation, le DUT TC, donc je sais pas s'il existe toujours, je pense que oui, dans le commerce international, le marketing, la vente, voilà, c'est assez large comme cursus. Et donc ensuite, dès que j'ai fini mes études, je suis partie donc vivre, comme vous le savez, en Grèce et ensuite en Angleterre. Donc voilà, toutes les études en France. Encore une fois, c'est très important, donc si jamais vous voulez faire vos études ici, mais les études ne sont pas si importantes ici, juste pour vous le dire, vous allez être beaucoup moins calé en tant que, tu m'as dit tout à l'heure, la France c'était la même chose que la Belgique, il y a des postes qui sont juste pas accessibles si vous n'avez pas un degré de diplôme du style, soit un bachelier, soit un master, doctorat en général c'est pas le cas, à part dans l'UNIF, mais bachelier ou master, ici ils font pas tellement de différence, ça va pas vous bloquer tant que ça les porte. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les études tant que ça, ou vous avez du mal, mais vous êtes quelqu'un de beaucoup plus pratique, honnêtement en Angleterre vous pouvez aller très très loin. Et je dis pas que les gens qui n'ont pas fait d'études n'iront pas loin, je dis juste qu'en France et en Belgique vous avez beaucoup d'opportunités qui sont bloquées parce que vous n'avez pas le petit papier. C'est ça, ils sont très penchés sur les diplômes, tandis qu'ici c'est l'expérience et la personne en fait, la débrouillardise, c'est comme ça. Tu dis, le potentiel, quoi. Le contact, comment il passe avec l'employeur, si vous tapez dans l'œil de l'employeur ils vont vous prendre alors que vous n'avez pas forcément de diplôme, quoi. C'est montrer que vous en voulez, vous êtes ambitieux, quoi. C'est ça qui regarde. Non, tout à fait, c'est pas que les diplômes. En France t'es bloqué, ah mais vous avez pas de master, ah mais vous avez pas de formation dans tel domaine, mais t'as pas forcément toujours besoin, quoi. Alors que tu peux l'apprendre sur le terrain. C'est ça, exactement. Et c'est ça que j'adore ici en Angleterre. Par exemple, il y avait une anecdote aussi, au tout début quand on est arrivé en Angleterre, on a visité un appartement avec mon copain, donc le tout premier appart d'ailleurs qu'on a eu donc en 2017, et la fille qui a fait la visite, elle était toute jeune, elle avait peut-être 18-19 ans, et mon copain lui avait dit qu'est-ce que vous avez fait comme études, voilà, comment vous êtes arrivé à faire ce travail, en parlant comme ça. Elle avait dit aucune étude dans le domaine immobilier, elle sortait quand même de l'université, mais elle avait une formation générale, et voilà, elle avait expliqué que non, là tu peux être agent immobilier comme ça, quoi. Alors qu'en France il faudrait un BTS immobilier ou le truc, voilà. Donc ça c'est un truc aussi que j'adore, on adore, toi je pense que toi aussi. J'adore ça en Angleterre, on a vraiment des opportunités professionnelles qu'on n'aurait pas ailleurs, et je trouve aussi qu'on est mieux payé ici pour comparer un petit peu avec d'autres personnes en France. Je trouve que les salaires quand même sont plus élevés. Alors, la vie est plus ou moins chère qu'en France. Est-ce que la vie est plus chère en Angleterre? Alors la vie, c'est large, parce que ça regroupe plusieurs aspects. Pour ce qui est des loyers, je trouve que c'est plus cher ici. Nettement. Voilà, et c'est pas que Londres, même voilà. En campagne, là, par exemple, à Portsmouth, c'est minimum 1000 euros. 1100 euros un appart pour quelque chose de bien, parce qu'il y a beaucoup aussi d'appartements très très en mauvais état. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une grande différence par rapport à la France. C'est ça, vous pouvez trouver des loyers pas trop chers, mais même ce serait minimum 800-900 euros, tandis qu'en France on peut trouver des loyers pas trop chers dans des petites villes. Pour le loyer c'est plus cher ici.
Pour la nourriture, je trouve que c'est moins cher. T'es d'accord? Je suis d'accord. Jusqu'ici? Je suis d'accord, non, tout à fait. Voilà, quand on fait ses courses, même à Lidl, à Aldi, il y a des magasins, ou même dans les magasins classiques, hein, ça reste quand même peu cher. Bon, là, il y a eu une forte augmentation avec l'inflation, mais t'as moyen quand même de manger pas cher. Il y a des petits marchés, des choses comme ça, tandis que je trouve qu'en France, la nourriture dans les supermarchés, quand mes parents font les courses et que je rentre en France, je suis très choquée des prix. C'est très cher. Tellement vite. En Belgique, c'est cher aussi. Après, bien sûr, le pound est un peu plus fort que l'euro. Donc, on a moins d'euros. On achète plus de choses pour moins de pounds. Bon, voilà. Il y a un peu cette différence-là. Je suis d'accord avec toi que l'inflation nous a strike comme pas possible. Maintenant, la nourriture est moins chère en Angleterre. Ça dépend des aliments. Hein. Les plats préparés sont pas moins chers. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gouvernement sponsorise les besoins de base. Donc, tout ce qui est légumes. Ah ouais, je savais pas ça, ok. C'est pour ça qu'on est souvent à moins d'1 pound pour... Ah ouais, je savais même pas ça, ok. Tu m'apprends des choses. C'est pour favoriser la bonne alimentation. Bien sûr. Ça, et aussi parce que souvent, par exemple, les carottes vont être labelées British. Elles sont faites ici, donc ils sponsorisent leur propre cultivateur, leur propre une bonne chose. Beaucoup de choses, mine de rien, viennent du Commonwealth. Commonwealth, c'est un accord économique avec les autres pays. Donc, il y a des pays partout dans le monde. Il y en a 56, je pense, pas, dont l'Inde, ce genre de truc. Donc même les fruits exotiques, ici, ils coûtent moins cher, alors que, on va dire, chez nous, c'était plus pour Noël. Les fruits exotiques, c'est quelque chose qu'on va pas acheter tous les jours, quoi, c'est vrai. Ici, je me souviens qu'il y a une de mes potes anglaises, on n'est plus très amies maintenant parce que ça fait très longtemps, mais elle me disait qu'elle savait pas que les ananas, c'était pas toute l'année, quoi. On a appris à manger, je crois, de manière assez saisonnière de notre éducation. Et donc forcément, ici, on va plus facilement, je pense, sur les carottes et tout. Alors que bon, ça dépend d'où tu viens, mais il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des plats préparés. Dans ce cas-là, je sais pas si leurs courses sont pas aussi chères. Oui. Ici en Angleterre, ils vont beaucoup sur les plats préparés, ça c'est sûr. Après, pour analyser d'autres aspects de la vie, tout ce qui est fast food, c'est vraiment pas cher ici. Hein. J'y vais jamais. Donc le McDo, c'est bien, tu manges bien. Pardon, je ne vais pas fast food. Tu manges bien, c'est bien. Non, bon, je me fais un petit McDo peut-être tous les mois, quelque chose comme ça, hein, c'est pas non plus tout le temps, mais j'adore le McDo et même tout ce qui est KFC, tout ça, c'est vraiment pas cher ici. Un McDo en France, je sais pas pour la Belgique, mais t'en as vite pour 30 €. À 35, 40. Ah ouais, c'est cher un McDo. Un menu, c'est 15 € en France. Tandis qu'ici, t'as des petits menus à moins de 10 livres en fait. Vraiment, le McFlurry, c'est 1,99 $. T'as un petit burger pour 99 pi. Non, c'est vraiment pas cher le McDo. Ça m'a choqué quand je suis arrivée. Faut regarder quand même, voilà. Même pas comme l'Amérique là, parce que c'est quand le fast-food devient moins cher que la nourriture que t'achètes, c'est comme ça que. Ah oui, ça c'est comme ça qu'ils mangent mal en fait. Donc, d'ailleurs, les Anglais sont les plus obèses d'Europe. Hein. Oui, on va quand même relâcher les stats là. Le McDo il est donné, donc voilà pourquoi. Ouais, mais même les restaurants aussi. Les bons restaurants, les chaînes, tout ça, par exemple Nando's, Zizi, les chaînes comme ça de restaurants, c'est pas très très cher, tu peux manger pour moins de 50 €. En général, c'est pas genre la big sortie du mois où il faut économiser vraiment. En fait, déjà, encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au business, il y a beaucoup de restaurants, donc s'il y en a beaucoup, forcément, ils doivent être compétitifs dans les prix. Donc forcément, nous, quand on sort, on en a peut-être pour une trentaine de livres à deux. Ouais, c'est pareil, 50 maximum. 50 maximum, tandis qu'en France, vous allez manger quand même pour 80, je sais pas. Le souci commence avec l'alcool, nous on boit pas, donc forcément, voilà, nous non plus, c'est ça. Stable. Exactement, mais c'est vrai qu'ils sortent beaucoup, ils mangent beaucoup dehors, les Anglais, ils cuisinent pas trop. Hein. Donc tu as moyen vraiment de payer pas cher, même les cafés, tout ça, c'est pas trop cher. Hein. Les petits cafés du coin. Encore plus retaillés, franchement, si vous évitez les restos et évitez les plats préparés, vous en revenez à tout à fait raisonnable. Donc t'as raison pour la nourriture. Internet est moins cher, je trouve. Oui, on parle d'une vingtaine de livres de différence par rapport à la France, mais ça reste quand même quelque chose à la fin du mois. La réalité, c'est que le loyer est tellement plus cher par rapport à la France et la Belgique. C'est le gros problème. C'est des centaines. Et donc tous les trucs qu'on rattrape au niveau nourriture, au niveau Internet, ça se kiffe quoi. Ça s'équilibre, c'est sûr. Après, les vêtements, je trouve que c'est pas cher. Ça dépend où t'achètes, mais t'as moyen de trouver des friperies, par exemple. Moi, c'est pas mon truc, mais voilà. Primark, ça coûte pas cher. Primark, c'est pas cher. Après, il y en a aussi en France, mais je crois que les prix sont plus élevés en France, d'après ce que j'ai vu. Mais il y a plein de petits magasins pas trop chers. Tout ce qui est électricité, quand même, c'est assez cher. Le gaz, c'est cher aussi. Depuis l'inflation. Ouais, depuis l'inflation, ça a explosé. Donc, en général, quand même, peut-être que la vie est quand même plus chère ici. Mais les salaires sont plus élevés. Moi, je dirais que la vie est plus chère. Ouais. Ok, bon, on est d'accord du coup, la vie est plus chère. Mais on a des facilités autres, à savoir qu'on parle anglais, l'accès au travail, la carrière qui monte potentiellement plus vite. Il y a moins de problèmes, je sais pas si toi t'as ça aussi, mais en Belgique, ça se fait pas trop de changer de travail trop souvent. Ici, ils s'en fichent complètement. Oui, ils s'en fichent. Tu montes vraiment les échelons comme tu veux. T'attends d'être promu dans ta boîte, tu peux. Si pas, tu peux partir ailleurs et te faire maintenant 10 000 de plus. C'est à toi de voir ce que tu veux. Et de ce fait, tu peux monter beaucoup plus facilement les échelons au travail, donc te faire plus d'argent, donc avoir un meilleur confort de vie. Mais on commence tous plus ou moins sur les mêmes tranches de salaire. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure, on a commencé pareil. D'ailleurs, alors qu'on n'a pas du tout le même niveau d'études, t'as quand même un bac plus, enfin, on parle pas en bac plus en Belgique. Tu peux parler en bac plus 5, mais voilà, oui, c'est ça. On va dire bac plus 5 équivalent Belgique, moi bac plus 2, on a commencé pareil. Tu vois, par exemple, on était payé pareil. Donc... Depuis mon premier job, j'ai changé quand même 4 fois de job. Oui, et j'ai t'as augmenté.
augmenté. J'ai doublé. Ah ouais, quand même. L'idée, c'était quand même de, on va dire, faire des sacrifices au bien début. Sûr. Je savais qu'il fallait que je rentre dans le milieu du travail. Oui, je ne parlais pas bien anglais, Il faut bien commencer, ouais, c'est sûr. Moi, c'est pareil, j'avais un niveau très très basique. Mais c'est vrai que là, c'est pareil. Moi, j'ai évolué. J'ai pas doublé mon salaire, mais j'ai réussi à augmenter mon salaire de 2000 tous les ans, en fait. Mais tu changes pas beaucoup de boîte non plus. Non, moi je change pas. Voilà, on a vraiment les deux exemples là. C'est ça, mais j'ai changé au début, j'ai changé. Quand même, j'ai eu ici en Angleterre, j'ai eu 3 jobs différents. Quand même, et j'ai commencé au plus bas et là j'ai pas doublé, mais je suis vraiment plutôt un bon salaire. Et comme tu disais, donc ils vont pas en France, ils vont peut-être te juger si t'as un trou sur ton CV, ou si t'as trop changé de boîte aussi. Enfin en Belgique, en France aussi, si t'as un trou, ils vont te demander c'était quoi le trou sur le CV. Ils vont juger, tandis qu'ici il y a un trou sur le CV et alors au contraire tu le vends comme une expérience, voilà. Et non, ils vont pas juger, ils vont vraiment regarder. Les entretiens comptent beaucoup aussi. Parce que la réalité c'est que le trou sur le CV, c'est pas que t'as pas trouvé de job. C'est ça. Tellement. C'est personnel. C'est que c'était voulu. C'est ça, tout à fait. Tandis qu'en France ils vont penser elle a pas trouvé. Oui, elle a pas trouvé. Donc ils vont voir ça négativement. Sur le chômage, oh là là. Ouais, ils vont voir ça négativement. Ici, ils vont voir ça positivement. En fait. Donc ils sont vraiment plus sur le côté humain et le côté expérience de la personne. Non, complètement. Ça dépend complètement de comment tu argumentes ta chose. Totalement. Et de toute façon, les entretiens. Je ne suis pas pour la totale honnêteté pendant les entretiens parce que si tu commences, et c'est une RH qui vous dit ça, mais si tu ne fais que dire la vérité, tu vas te retrouver au bas de la pile. Bien sûr. Là, un entretien d'embauche, c'est une session de vente et c'est toi le produit en l'occurrence. C'est ça. Et tant que tu ne mens pas sur tes qualifications, genre quelqu'un qui dit qu'il est chirurgien et qui ne l'est pas, par exemple, c'est compliqué. Pour la question d'après, c'était raconte-nous une anecdote gênante qui t'est arrivée. Pour ma part, j'ai différentes anecdotes que je vous raconte dans une vidéo spéciale sur YouTube que j'avais fait il y a 2 ans. Alors du coup, je vous mets le lien de la vidéo, c'est plus facile. Et on passe à l'anecdote de vas-y, n'hésite pas à nous raconter. Ouais, il y en a une assez drôle que tu connais. Hein, donc ne fais pas la surprise, tu la connais déjà. Il y a quelques années de ça, en fait, quand j'étais arrivée en Angleterre, j'ai commencé mon premier job, c'était dans le recrutement, encore une fois parce que je parle français, donc je couvrais les pays francophones. Et il s'avère que là, je m'étais occupée d'un contrat anglais. Mon anglais n'est pas excellent quand je suis arrivée, mais ça me effrayait pas plus que ça. Je savais que j'allais apprendre sur le tas. Ouais. Ça me faisait pas peur. Mais est arrivé le moment où j'ai dû appeler un candidat pour lui demander du coup, quelles sont vos qualifications, vous semblez matcher avec le job, nanana, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi votre préavis. Donc normal, j'appelle la personne, c'était une dame. Je lui dis, ah oui, je vois sur votre CV qu'ici, vous ne travaillez pas depuis 2 mois. Parce que je voyais que sa dernière expérience s'était terminée il y a donc 2 mois. Je lui fais, oui, alors je vous le fais en anglais parce qu'il faut que vous la compreniez comme moi. I was made redundant. Et j'étais là, ok, bon pour moi, je connaissais pas le mot redundant. Maintenant je suis RH, donc ils vont pas connaître non plus d'ailleurs, tu peux leur dire. Ok, oui, non, je vais vous dire dans une seconde, mais juste pour vous expliquer un peu mon raisonnement. Okay, je connaissais pas le mot redundant. Le seul truc avec lequel je pouvais le mapper dans la langue française, c'était la redondance. La redondance, c'est quelque chose de répété. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je croyais en fait elle me dit, bon, comment est-ce que tu appliques ça au milieu du travail? Bon, tu t'embêtais au travail et tu trouvais que c'était redondant ton travail. Ça semble logique. Peut-être que j'aurais demandé ça veut dire quoi, mais j'aurais pas osé en fait. Non, j'ai pas osé. On prend pas des mots, on n'ose pas leur demander ce que c'est. Voilà. Sauf que ça matchait plus ou moins avec le français. Oui, c'est sûr. Tu vois, je pensais qu'elle était juste qu'elle s'embêtait au travail et que c'est pour ça qu'elle avait démissionné. C'est comme ça que je l'avais compris. Et je lui fais, ok, mais donc pourquoi vous avez quitté? Je lui repose la question en fait, juste pour qu'elle me réexplique en d'autres mots pour être bien sûre que j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Elle me fait I was made redundant, genre au téléphone, donc j'entendais déjà son énervement, donc je voyais pas sa figure, j'entendais que sa voix. Et je lui ai posé la question 3 fois. J'aurais pas dû. La 3e fois était la fois de trop. Et en gros, elle me dit être redundant, ça veut dire être licencié pour restructure. Ouais. Mais c'est juste être licencié quoi. Donc moi j'arrêtais pas de lui demander pourquoi on t'a viré, Alors là, vous vous dites, ok, cette anecdote n'est pas la pire anecdote. Mais si, parce que la dame, juste après ça, m'a dit, ok, donc tu n'as pas compris le mot redundant. Je fais, non, je suis vraiment désolée, je me suis vraiment aplatie en excuses. Bah écoute, je te conseille de rentrer chez toi, d'apprendre l'anglais et reviens quand t'auras appris l'anglais. Mais ça, c'est trop hard. Là, je le dis en rigolant, mais elle me l'a dit hyper méchamment. J'ai pleuré. Ah non. Pendant une demi-heure après ça. Non, mais je pense qu'on a tous eu des petites expériences comme ça où on n'a pas compris des mots et on s'est senti bête. Moi, j'ai pas d'exemple précis, mais ça m'est arrivé aussi. Et c'est vrai que tu te sens bête, quoi. Mais c'est pas ta langue. Même si tu parles très bien anglais, et là, quand c'est au début, en plus, tu connais pas le mot, donc mais là elle a vraiment été horrible. Ça fait 2 années maintenant, je rigole, mais j'en rigolais déjà une semaine après, c'est juste que sur le coup ça a fait un peu mal. On a beaucoup de questions aussi sur des gens qui veulent venir ici et donc cette vidéo peut vous aider, mais n'oubliez pas aussi la question du visa. C'est vrai que si vous avez aucun papier pour venir travailler ici légalement, attention, il faut vraiment un visa pour venir ici et je vous conseille d'aller vous renseigner sur le site du gouvernement que je vais vous remettre aussi ici car c'est très complexe, ça dépend des cas donc on peut pas développer là-dessus. Voilà, c'est pas notre rôle donc si jamais n'hésitez pas à regarder sur le site du gouvernement et si c'est votre rêve de venir ici, eh bien j'espère que ça va se réaliser pour vous, je vous le souhaite. En tout cas, nous on est très contents de notre vie en Angleterre et très contents de partager ça avec vous. Ok, c'est donc la fin de cette vidéo.
interview / FAQ, voilà, confession, je sais pas trop comment on peut l'appeler. On s'est donc confié à vous sur notre expérience de vie ici en Angleterre, en tant que Française et Belge, et en tant que personnes qui sont restées quand même ici plus de 5 ans. Donc voilà, on a donc partagé nos expériences, nos histoires, on a répondu à toutes les questions qu'on avait sélectionnées. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Est-ce que t'as aimé j'ai absolument adoré tourner ça. Je trouve que vraiment... ça peut prendre vraiment la tournure d'un format podcast. J'imagine que vous ne nous avez pas regardé pendant 40 minutes ou je sais pas combien de temps ça arrivera à faire fit cette vidéo. Mais j'ai adoré. C'est vrai que beaucoup des réponses nécessitaient, je trouve, le développement qu'on a fait. Et vraiment, n'hésitez pas à nous parler pour avoir des réponses à vos questions si jamais on les a pas abordées, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Oui, merci beaucoup d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vous le dis, c'était quelque chose que je regardais, c'est des vidéos comme ça, je regardais ça tout le temps en 2016 avant de déménager. Ça m'a donné tellement de tips. Et malgré ça, pourtant, on a quand même dû se débrouiller beaucoup toute seule. Donc, heureusement qu'il y avait un peu de contenu en ligne. Plus que ravie de répondre. Je trouve que c'est un exercice très intéressant même pour nous. De réfléchir aux choses, complètement. Revoir notre vie. On fait un petit peu un retour en arrière sur nos années ici. Et c'est vrai que voilà, on a quand même pas mal de choses à partager. Donc c'était sympa de les partager avec vous. Et puis comme Isa vous a dit, n'hésitez pas à venir nous contacter sur nos Instagram ou nos chaînes YouTube. N'hésitez pas à suivre Isa. Je vais vous remettre ses réseaux juste là sur la vidéo. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait pour plus de contenu sur l'Angleterre. Laissez-moi un like, commentez, posez-nous d'autres questions en commentaire, on pourrait vous répondre, Isa pourra aussi vous répondre avec grand plaisir. Donc c'est donc la fin de cette FAQ et si le format vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire et on fera peut-être d'autres épisodes avec aussi d'autres invités, pourquoi pas. Ça peut être un truc qu'on développe, donc n'hésitez pas. C'est donc la fin de cette vidéo, merci à tous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt guys, prenez soin. Bye. We met too young, and our hearts be broken, leaving it open to save this love. Friends saying it's toxic, but there's no option of giving you up.